Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Cet épisode est un extrait de la conférence prononcée par M. Jean-Maurice Ripper, ambassadeur de France. La conférence s'intitule « Le multilatéralisme et la paix ». N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast ou YouTube pour être informé de toutes nos publications. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Merci beaucoup, merci cher Louis Gauthier, mesdames et messieurs. Oui, si je me souviens bien, la dernière fois qu'un président a dit qu'une organisation était en état de mort cérébrale, ça l'a plutôt revitaminé. Donc, je ne peux pas dire que les Nations Unies sont en état de mort cérébrale, même si j'espère de tout cœur que cette cette intervention très modeste vous convaincra que nous avons plus que jamais besoin de l'organisation internationale, de l'Organisation des Nations Unies. Merci en tout cas de m'avoir invité à participer à ce cycle éminent et je suis d'autant plus honoré et ému que je dois l'avouer, je n'ai jamais étudié le moindre jour sur les bancs de l'université. Donc je suis toujours un peu ému quand j'y parle avec un certain sentiment de ne pas être tout à fait à ma place. Je voudrais dire aussi en préambule que je ne suis ni un intellectuel, ni un chercheur, ni un universitaire. Je suis un praticien, j'ai été un praticien de la diplomatie. Et c'est donc sur mon expérience personnelle sur le terrain que je souhaite m'appuyer dans les remarques que je vais faire. Et effectivement, ayant consacré la plus grande partie de ma carrière et de ma vie professionnelle et personnelle à m'occuper des questions multilatérales, à m'occuper du système des Nations Unies, d'abord auprès des Nations Unies, puis au sein des Nations Unies, et aujourd'hui comme vice-président de l'Association des Nations pour les Nations Unies, l'Association française pour les Nations Unies. J'en profite pour faire un petit peu de publicité. Nous venons de publier en ligne un ouvrage qui s'appelle « La France et les Nations Unies ». Et donc, si ça vous passionne, on peut le trouver sur le site de mon association www.afnu.fr. Donc, je vais consacrer l'essentiel de mes propos, le cœur de mon propos à la défense et illustration du multilatéralisme et des Nations Unies, à partir de remarques qui me sont strictement personnelles. Je suis à la retraite, je n'engage absolument que moi. Le monde vient de connaître, c'est une banalité de le dire, mais toujours est-il de le rappeler, l'une des plus terribles périodes de son histoire depuis le second conflit mondial. Le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité s'accélèrent au lieu de se réduire, comme on pouvait l'espérer après la conférence de Rio en 1992, et comme s'y étaient engagés les États signataires de l'accord de Paris en 2015. Depuis, les engagements ont été répétés, les promesses de financement additionnel ont été faites, rien ne semble y faire. La pandémie du Covid-19 a réveillé le spectre des grandes catastrophes du Moyen-Âge et du début du siècle dernier, et surtout, de mon point de vue, fait reculer partout dans le monde la réalisation des 17 objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies dans le cadre de son agenda 2030. Les conséquences s'en font encore sentir parce que les populations les plus précaires, au nord comme au sud, en sont les premières victimes, subissant une double peine. Moins bien protégées sur le plan sanitaire, ne disposant que de peu de marge de manœuvre financière, malgré des efforts notables de la part du FMI, il faut le souligner, devant faire face à la fois au rapatriement d'investissements étrangers par les pays du Nord, à une crise de la dette, chinoise notamment, j'y reviendrai, les pays en développement sont et resteront longtemps encore les derniers à bénéficier de la reprise de la croissance. Ne vous étonnez pas si je parle de beaucoup de sujets qui n'ont pas grand-chose à voir avec la guerre et la paix, mais aujourd'hui, on parle de paix globale, on parle de guerre globale, donc on doit parler de paix globale, et c'est tout ce qui fait la légitimité, évidemment, du multilatéralisme, c'est la globalisation des problèmes. Des conflits meurtriers continuent d'ensanglanter plusieurs continents. On l'oublie un petit peu, fascinés que nous sommes, et c'est bien normal, par la guerre en Ukraine. Des guerres civiles ou par proxy, je n'ai pas besoin d'en citer beaucoup. Le Yémen, la Birmanie, la République démocratique du Congo, la Libye, l'Éthiopie, qui vient de subir une des guerres les plus atroces que le monde ait connues dans une indifférence absolument totale du monde. Guerre civile. Et la guerre s'est évidemment de nouveau abattue sur l'Europe, alors que nous pensions que nous en étions guéris, notamment
grâce à la construction de cette incroyable Union européenne qui, quand même, globalement, je le rappelle, depuis 70 ans, nous a apporté, sauf erreur de ma part, les historiens me corrigeront, la plus longue période de paix en Europe de l'Ouest depuis le Moyen-Âge. Le terrorisme n'a pas disparu et les mouvements qui le pratiquent ne se cachent même plus derrière une idéologie religieuse, mais ils recourent de plus en plus tout simplement pour cacher des trafics de tout genre, de biens et de personnes. Ne jamais l'oublier. Enfin, la poussée des régimes nationalistes, xénophobes et ou autoritaires partout dans le monde, y compris en Europe, pas très loin de chez nous, fait reculer partout le respect pour les droits humains qui pourtant, contrairement à ce qu'on a dit, avait beaucoup progressé depuis les années 90. Le droit international et notamment le droit humanitaire, j'y reviendrai, recule partout et l'impunité regagne une partie du terrain perdu. Ces évolutions défavorables ont deux conséquences majeures. Le questionnement des bienfaits de la démocratie dans nos pays, au profit des pays et des mouvements non démocratiques qui s'en réjouissent et qui, évidemment, essayent d'en profiter pour renforcer leur influence. Et deuxième conséquence très importante et plus proche de mon propos, la remise en cause du système multilatéral conçu en 1945, centré sur l'Organisation des Nations Unies. Tous les conflits que j'ai évoqués, plus ou moins, sont tous d'origine humaine. Et quant aux catastrophes dites naturelles, elles se multiplient et elles sont aggravées dans leurs conséquences par des activités humaines ou par l'inactivité de la communauté internationale. Il suffit de citer, là encore une fois, la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, qui sont évidemment d'origine humaine. Les premières victimes de tous ces conflits et de toutes ces catastrophes sont toujours les populations civiles, et notamment les femmes et les enfants. Sur fond de réveil du spectre de grandes famines, on l'a peut-être écarté, ça n'est pas sûr, entraînant des dizaines de millions de réfugiés et de personnes déplacées sur les routes. Pour la première fois l'année dernière, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, la barre des 100 millions de personnes réfugiées ou déplacées a été franchie l'année dernière pour la première fois. Il faut souligner, et là je parle aussi un petit peu en tant que président de l'association Plan International qui s'occupe d'enfants, que la situation des filles est à cet égard particulièrement préoccupante, y compris dans les rapports très documentés des Nations Unies. Parce que dans toutes ces situations se multiplient les violences sexuelles, les mariages précoces. Je vais vous donner un chiffre qui va vous stupéfier. Une jeune fille est mariée avant l'âge légal dans le monde toutes les 12 secondes aujourd'hui. Et ces nombres sont en train d'exploser. Les enlèvements d'enfants, on en a eu l'exemple encore récemment en Ukraine avec les pratiques russes, le harcèlement, l'enfermement, le refus d'éducation, pensez tout simplement à l'Afghanistan. En période de crise, les filles rentrent à la maison et elles sont mariées de force. Des millions de citoyens du monde sont privés par leurs propres dirigeants de leur liberté fondamentale et du respect le plus élémentaire de leurs droits, pourtant reconnus par la Charte des Nations Unies de 1945 et bien sûr par la Déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme, en 1948, sans parler des innombrables conventions internationales qui ont décliné ces droits universels, indissociables, imprescriptibles. Enfin, la révolution technologique qui s'accélère, l'Internet, les réseaux sociaux, la reconnaissance faciale, toutes les formes de l'intelligence artificielle, qui pourraient et devraient être un facteur de progrès en libérant la parole et en facilitant l'accès aux libertés des citoyens, est devenu également un outil de déstabilisation des démocraties, fake news, cyberattaques, complotisme et de renforcement des régimes autoritaires. Le monde est-il devenu fou ? Les organisations internationales créées dans le sillage de l'Organisation des Nations Unies seraient-elles devenues aussi inefficaces, impuissantes et non pertinentes que certains critiques nous l'expliquent à longueur de critiques désabusées? Faut-il s'inquiéter de l'effacement d'un multilatéralisme fondé précisément pour empêcher ces catastrophes qui frappent l'humanité? Faut-il se résigner à une mondialisation débridée et violente,
à un recours à la loi de la jungle? Doit-on renoncer au rêve de paix et de sécurité, de solidarité et de coopération pour un développement durable, de respect universel des droits humains et d'éradication de toutes les discriminations, telles que l'avaient espéré les pères fondateurs du système des Nations Unies? Le monde multipolaire qui se dessine aujourd'hui et que nous avons appelé de nos vœux, devra-t-il se passer du multilatéralisme? Je ne le crois pas, sinon je ne serais pas là. Le multilatéralisme a-t-il failli? Excusez-moi, je ne sais pas trop comment on présente une conférence, c'est la première fois que je fais de la Sorbonne, donc pardonnez-moi si ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Le multilatéralisme a joué un rôle central dans les relations internationales de l'après-guerre. Il faut reconnaître ces progrès, ceux qui ont été accomplis. La création de la SDN en 1920, et on aurait pu remonter au Congrès de Vienne, qui, à défaut d'éviter les guerres, avait évité une déflagration mondiale. La création de la SDN en 1920 a suscité bien des espoirs, réduit à néant, vous le savez, par le refus du Congrès américain, malgré le président Wilson, puis par la crise de 29, et bien sûr, l'apparition des régimes, notamment totalitaires, notamment du régime nazi en Allemagne et du régime mussolinien en Italie. La création de l'ONU en 1945 a tenté de tirer les leçons de l'échec de la SDN sur le plan politique. C'est une organisation inclusive, universelle, dont l'État-nation demeure la pierre angulaire. D'où les principes définis à l'article 2 de la Charte: égalité souveraine des États, non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique, non-intervention dans les affaires intérieures, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cela étant bien entendu, dès l'origine, s'agissant d'une organisation créée par les vainqueurs, le principe un État, une voix a été tempéré par la reconnaissance du statut particulier des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Il s'agissait à l'époque d'éviter leur retrait, comme au temps de la SDN. Deuxième caractéristique importante, l'ONU a intégré, et ça c'était une nouveauté dans une seule organisation, une dimension économique, financière et sociale, en tirant les leçons de la crise financière de 1929. La déclaration de Philadelphie en mai 1944 définit les objectifs de l'Organisation internationale du travail, qui existait déjà depuis 1919. Les accords de Bretton Woods en 1944 créent des institutions spécialisées destinées à organiser la coopération monétaire et à financer la reconstruction. La cohérence et la coordination de l'ensemble devaient cependant incomber à l'époque, à ceux qui rêvaient en tout cas, au Conseil économique et social des Nations Unies. Là encore, l'égalité de principe entre États a laissé la place au réalisme, création des droits de tirage spéciaux proportionnels au Fonds monétaire international, ainsi que pour le commerce avec l'adoption du GATT, ouvert aux seuls pays à économie de marché. Dès l'origine également, l'ONU intègre les droits humains, le traumatisme de la Shoah, les tragédies connues par les pays occupés, notamment par les nazis ou le Japon, imposent la prise en compte des droits humains, les droits de l'homme à l'époque. Troisième pilier du nouvel ordre international créé après la guerre. Mais il n'y a pas d'accord dans les conférences sur la création des Nations Unies pour intégrer ces droits humains dans le préambule de la Charte, vous le savez, ce qui conduit d'une part à la création de la Commission des droits de l'homme en 1946 à Genève, comme un organe subsidiaire de l'ECOSOC, les droits humains dépendant du niveau économique et social, ce que certains Chinois ou Russes ne manquent pas de nous rappeler aujourd'hui, et deuxièmement l'adoption donc de la Déclaration universelle de 1948. Mais évidemment, les objectifs des 5 permanents divergent, de nouveaux acteurs apparaissent, et les objectifs prioritaires des Nations Unies changent. Le grand dessein initial des Nations Unies est miné peu à peu par un certain nombre de facteurs, notamment la logique des blocs, assez vite, les tensions idéologiques ou culturelles, les conditions difficiles de la décolonisation dans beaucoup de pays du Sud, qui a conduit la décolonisation à l'émergence du groupe dit des 77, puis ensuite des BRICS, la dénonciation d'un 2 poids 2 mesures de l'Occident par certains, et la dénonciation par d'autres, ou les mêmes, des valeurs humanistes, la persistance de conflits régionaux intenses, puis la montée du terrorisme, la difficulté du système à intégrer une participation effective des sociétés civiles à son processus de décision, ce qui a obéré gravement sa capacité
à traiter notamment des questions de société, des questions de religion, des questions de genre, pourtant devenus cruciaux. Je reconnais que c'est un résumé qui s'étend sur 50 ans, donc on en met beaucoup à la suite, mais on reviendra sur une partie de ces sujets. Le centre de gravité voulu par les vainqueurs, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est grippé et les revendications des pays du Sud fondées sur leur intérêt propre assumé, avec une priorité absolue au développement, ont poussé d'une part un recentrage de l'ensemble du système sur les questions économiques et sociales, là où il avait plus de marge de manœuvre, et d'autre part, ou de ce fait, à une revalorisation de l'Assemblée générale des Nations unies et de ses organes subsidiaires. Plus de légitimité et de transparence s'y trouve peut-être, mais pas nécessairement plus d'efficacité, puisque, vous le savez, l'Assemblée générale n'a pas de pouvoir normatif, autre que pour adopter des conventions préparées et négociées ailleurs. Les contraintes politiques et financières, imposées notamment par les plus grands pays, au secrétaire général des Nations unies et au secrétariat des Nations unies, ont freiné par ailleurs les initiatives tendant à réformer la structure et le fonctionnement de l'institution. L'efficacité des interventions des Nations unies s'en est trouvée gravement affectée, notamment s'agissant bien sûr du maintien de la paix, de la prévention des conflits, du financement du développement ou de la définition de règles économiques et financières permettant de réguler une mondialisation qui s'accélérait. Je pourrais rajouter sur ce paragraphe, à titre strictement personnel, que parfois le choix des personnes n'a pas aidé, s'agissant du secrétaire général des Nations unies. Les grandes institutions spécialisées ont pourtant continué à jouer un rôle essentiel et irremplaçable dans le secteur d'activité, et cela, on ne le soulignera jamais assez. J'ai été témoin à de nombreuses reprises par mes voyages, à la fois comme directeur de cabinet de Bernard Kouchner quand il était ministre de l'Action humanitaire, ou comme représentant des Nations Unies au Pakistan à l'époque d'une grave crise humanitaire, ou simplement comme représentant d'ONG, du travail admirable effectué par des milliers de volontaires ou d'agents des Nations Unies et des agences des Nations Unies sur le terrain, qui sont tous les jours, alors même où on se parle, au plus proche des populations en détresse et des victimes des catastrophes naturelles ou d'origine humaine. C'est souvent dans le plus grand anonymat, dans le silence en général des médias et dans une indifférence générale. Bien sûr, on connaît Médecins sans frontières, Médecins du monde, Save the Children, CARE, Oxfam. Mais moi, je vous parle aussi tout bêtement des agents des Nations Unies, du HCR, de l'UNICEF, de l'OMS, etc., etc. Il faut les voir sur tous les terrains les plus glauques de la planète. Et s'ils y sont, c'est en général parce que les États, nous, n'y sommes pas. Et nous nous tournons vers les Nations Unies et nous leur disons « allez-y ». Et ils y sont allés. Et ils y sont encore. Et ils font un travail admirable. Pardon de ce côté peut-être un peu émotif, mais je crois que c'est important de rappeler que les Nations Unies, c'est aussi ça. C'est pas simplement un sujet de thèse ou une organisation où on parle sans arrêt des questions de structure. C'est sur le terrain que ça se passe. J'y reviendrai sur les réformes à accomplir. Certains fonds et programmes et certaines institutions spécialisées, comme l'OMC, l'UNESCO, l'OMS ou l'UNRWA, sont toutefois gravement affectés, en tout cas périodiquement affectés, par l'hostilité manifestée, par exemple, par les États-Unis, qui entrent, qui en ressortent, puis qui y retournent, qui coupent les financements, puis donnent des sommes gigantesques, puis les recoupent à nouveau, au gré des politiques de leur président, ou encore par l'entrisme de la Chine, qui place de plus en plus de hauts fonctionnaires dans les rouages de l'organisation, qui travaillent, je peux vous l'assurer, au moins autant pour leur mère patrie que pour les Nations Unies, et qui surtout inondent de financement les Nations Unies. Alors c'est bienvenu, certes, pour des agences des Nations Unies qui ont moins d'argent, mais qui de fait créent une dépendance politique extrêmement importante. Pardon d'être un peu brutal, mais ça alimentera le débat comme ça. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Les expériences que nous avons vécues, notamment au programme des Nations Unies pour l'environnement,
ou plus récemment, tout le monde s'en souvient, à l'OMS, au début de la pandémie du Covid, nous rappelle à la réalité. Globalement, jusqu'à présent, les différentes composantes du système multilatéral ont pourtant fait preuve de résilience, grâce au soutien pragmatique de coalitions ad hoc d'États, ce qu'on appelle en général aux Nations Unies les like-minded, et à la mobilisation de la société civile, d'experts, de scientifiques, de responsables politiques, souvent au niveau régional ou local, ou de personnalités charismatiques, comme ça a été le cas le plus souvent, soit dans le domaine du climat et de l'environnement, soit dans le domaine des droits humains. Mais, reconnaissons-le, c'est de plus en plus souvent dans des cénacles restreints, ou au contraire dans d'énormes conférences internationales universelles, que se déroulent aujourd'hui les plus grandes négociations sur les enjeux globaux. Les Nations Unies, le plus souvent, patronnent ces réunions. Elles restent donc, dans notre esprit à tous, une référence de légitimité, mais elles ne sont plus nécessairement un cadre pour l'action. Je voudrais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, tu m'arrêteras quand je serai déjà trop long, sur les trois piliers, je dirais, des Nations Unies, la gestion des crises, les questions économiques et les droits humains. La gestion des crises, aussi provocateur ou paradoxal que ça puisse paraître, le système multilatéral a depuis 70 ans plutôt bien rempli son objectif de préservation de la paix et de la sécurité internationale. Pourquoi ? Parce que, comme le souhaitaient les pères fondateurs, aucune guerre d'ampleur mondiale n'a éclaté tout au long de cette période, malgré le déclenchement bien sûr rapide de conflits au Proche-Orient, en Corée ou encore au Congo, la guerre au Vietnam, la permanence des tensions liées à la guerre froide, la crise des missiles de Cuba, les tentatives permanentes par l'un des grands de déstabiliser des régimes appartenant ou inféodés à l'autre camp. En réalité, aux Nations Unies, le dialogue n'a jamais cessé sur aucun sujet. Pendant la guerre d'Ukraine, je crois que nos diplomates en poste à New York nous l'ont confirmé, les discussions continuaient imperturbablement dans les couloirs des Nations Unies. Enfin, imperturbablement, peut-être pas, je ne sais pas, mais peut-être c'était un peu plus tendu que d'habitude. Mais enfin, les ambassadeurs se parlent, y compris le russe et l'américain, le français et le chinois, ou la commission et l'iranien. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une autre idée. Mais quand vous entendez trop souvent des gens qui disent « il faut se parler », n'oubliez jamais qu'aux Nations Unies, on se parle du matin au soir, et notamment au sein du Conseil de sécurité. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour les Nations Unies ou avec les Nations Unies au début de ma carrière, au tout début des années 80, le Conseil de sécurité se réunissait 2-3 fois par semaine avec un ordre du jour prévu à l'avance. Quand je suis arrivé comme représentant permanent en 2000, j'ai un peu oublié, 2007, on se réunissait tous les matins à 9h, toutes les après-midi à 14h. La seule chose qui changeait, c'était l'ordre du jour. Mais on passait quasiment toutes nos journées à 15, enfermés les uns avec les autres, ce qui n'est pas d'ailleurs sans intérêt, parce que c'est aussi ce qui permet, tous les gens qui ont pratiqué un peu la négociation le savent, de créer parfois des ambiances qui permettent de surmonter les crises les plus graves. Mais donc, jamais les échanges ne cessent et n'ont cessé aux Nations Unies. Des avancées majeures ont eu lieu tant au sein de la conférence du désarmement, mais là, parler devant Nicole notamment me gêne beaucoup parce qu'il y a des tas de spécialistes de toutes ces questions que vous avez évoquées dans d'autres conférences. Mais enfin, je ne vais pas rappeler le rôle qu'a pu jouer quand même les Nations Unies en matière de désarmement, même si j'imagine qu'on a dû expliquer que les négociations directes entre les super grands et les grands étaient plus importantes que ce qui se passait aux Nations Unies. Mais est-ce qu'il y aurait eu, sans les Nations Unies, toutes ces discussions sur la Corée du Nord qui ont permis quand même d'isoler un petit peu le régime? Est-ce qu'il y aurait eu le JCPOA? Moi, je ne suis pas sûr quand même, que sans la légitimité donnée par la participation des Nations Unies, etc., etc. Il y a quand même, grâce aux Nations Unies, me semble-t-il, un semblant de consensus international sur les questions de désarmement, même si au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait le sujet le plus d'actualité. Bien sûr, il y a eu de nombreuses guerres de proxy et des guerres civiles, on en a parlé, elles ont fait des ravages, notamment parmi les populations civiles, mais l'ONU a contribué à ce qu'elles ne dégénèrent pas en conflits impliquant les grandes puissances. Et surtout, les Nations Unies, on l'oublie aussi trop souvent, contribuent énormément aux sorties de crise et à la reconstruction.
notamment évidemment grâce aux opérations de maintien de la paix, quels que soient leurs défauts, j'y reviendrai, et par exemple à travers la création dans les années 2000 de ce qu'on a appelé les commissions de consolidation de la paix, à la fois au niveau international et au niveau local, pour reconstruire, recoudre ce qui peut l'être après la fin de conflits, notamment de guerres civiles. Pourtant, il faut être honnête et reconnaître que si ces conflits n'ont pas dégénéré, sauf sporadiquement, les conflits les plus anciens, qui existent depuis le second conflit mondial, n'ont quasiment pas trouvé de solution. Le processus de paix au Proche-Orient, avec des avancées spectaculaires, est aujourd'hui au point mort. La partition de Chypre, la partition de la Corée, le conflit du Cachemire, etc., etc. Sur tous ces sujets, on n'a pas beaucoup progressé, soyons honnêtes, 70 ans plus tard. Les révolutions de couleur, ou appelées ainsi, ont aggravé les tensions ces dernières années, redonnant de la force aux démocraties, dont je continue de penser que le nombre s'accroît, contrairement aux allégations répétées par les régimes autoritaires qui aimeraient bien, selon la formule de Staline, que nous répétions ce mensonge afin qu'il devienne réalité. Moi, quand j'étais assis, donc non pas là, mais dans une autre école, toute l'Amérique latine était en dictature, quasiment toute l'Afrique, et les 3/4 de l'Asie. Ça n'est quand même plus le cas aujourd'hui. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique que la démocratie recule partout, mais je n'y crois pas une seconde. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Vous savez que le principe fondateur d'un régime autoritaire et hégémonique, c'est de faire reconnaître sa puissance et son droit à l'hégémonisme. Donc, vous me trouverez toujours, de ce point de vue-là, de l'autre côté. Donc, ces révolutions de couleur, si elles ont renforcé les régimes démocratiques, ont exacerbé dans le même temps, bien sûr, les craintes des régimes autoritaires quant à leur survie, Chine, Russie, Venezuela, Cuba, Iran. Et je peux ici, sans trahir les secrets, je me rappelle la façon dont les yeux injectés de sang, un vice-ministre russe m'a interpellé après la chute du colonel Kadhafi en me disant « Est-ce que vous avez vu ces images d'un dictateur lynché par son propre peuple? Comment pouvez-vous accepter cela ?» Faut pas me citer, Madame Lasserre. Non, parce que je voudrais garder cette histoire pour moi. Voilà, bah oui, mais je le redis. Mais l'ONU, il faut aussi le reconnaître, a été de fait absente des crises ouvertes en Europe par la Russie, sauf pour jouer le rôle de comparse, dans le Caucase, en Géorgie ou en Syrie, des conflits ouverts par la Chine, en mer de Chine, mer du Sud, méridionale, mer de Chine méridionale, mer du Sud, et à Hong Kong, ou encore par les États-Unis, à Grenade ou en Amérique latine. Traduisant un désaccord fondamental entre les 5 membres permanents, on a dû vous rappeler que l'absence d'un comité d'état-major qui avait été prévu pourtant par la charte, regroupant le P5 et ayant vocation à commander directement les opérations de maintien de la paix, cette absence a joué bien sûr, comme l'insuffisance des moyens qui sont accordés aux opérations de maintien de la paix, sans parler de leur mandat irréaliste qui ressemble à de véritables sapins de Noël, et de leurs règles d'engagement en général totalement inappropriées. Pour toutes ces raisons, l'habitude a été prise pour maintenir la paix ou essayer de la rétablir à des organisations militaires, comme l'OTAN, ou à des forces multinationales, on l'a vu, sans toujours l'accord de l'ONU, la deuxième guerre d'Irak, où il n'y a pas eu d'accord du tout, le Kosovo, où l'accord des Nations Unies est intervenu après avec la résolution 1244 sur la sortie de crise au Kosovo. Le respect du droit humanitaire, qui à l'origine est le droit de la guerre, je le rappelle. Les conventions de Genève, c'est le droit de la guerre. On codifie le droit de la guerre. C'est pour ça que j'en parle maintenant. On parlera tout à l'heure du droit d'ingérence. Le respect du droit humanitaire a connu dans le même temps des progrès puis un recul spectaculaire, malgré les résolutions obligatoires du Conseil de sécurité et la création de tribunaux pénaux internationaux, ex-Yougoslavie et Rwanda d'abord, puis toute une série d'autres, vous le savez, Sierra Leone, Cambodge, Liban, etc., puis de la création de la CPI en 2002,
qui ont complété l'édifice en consacrant la responsabilité individuelle des auteurs des crimes les plus graves contre les droits humains. Le fait que la CPI ne soit pas forcément le modèle le plus efficace et le plus rapide de justice internationale ne change rien au fait qu'on a adopté ces textes qui sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, c'est une révolution pour moi comme le droit d'ingérence, c'est une véritable révolution du droit, parce qu'elle consacre le fait que les victimes ont des droits et que ces droits transcendent les droits des États. Si on peut aujourd'hui juger, si demain on peut juger Vladimir Poutine pour les crimes commis en Ukraine, ça veut dire que les Ukrainiens qui ont été victimes, leur mémoire en tout cas, pour la communauté internationale, a autant de valeur, sinon plus, dans le cas d'espèce, pour la responsabilité de protéger, elle en a plus, que ceux de l'État ukrainien lui-même ou que les intérêts de l'État russe lui-même. C'est donc tout à fait fondamental comme révolution, et s'il faut 3 décennies pour y arriver, au fond, ça n'a rien de surprenant et ça ne doit pas nous décourager. Bien sûr, la lutte contre l'impunité est un chemin qui sera encore long, notamment, bien sûr, lorsque les grandes puissances sont en cause. Je pense évidemment à la Russie en Ukraine, à la Chine au Xinjiang, ou, vous le savez, des procédures qui ont été ouvertes contre Israël et les États-Unis en Palestine. Les civils de victimes collatérales, devenus des objectifs de guerre, sont en même temps devenus des titulaires de droits. La mise en œuvre de la responsabilité de protéger, décidée, vous le savez, au sommet mondial des Nations Unies en 2000, en 2005, et l'héritière du droit d'ingérence, inventé par la France, promu par la France, et qui dit quoi ? Qui dit tout simplement que quand un État ne peut pas ou ne veut pas protéger une population face à des violations graves et répétées de ses droits, la communauté internationale a le devoir d'intervenir. C'est l'explication de ce que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr, ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis n'en veulent, soyons clairs. Les 2 premiers, parce qu'ils refusent de considérer que les atteintes aux droits humains, même graves et répétées, puissent constituer des atteintes à la paix et à la sécurité internationale. Elles doivent donc, selon elles, rester en dehors du champ de compétences du Conseil de sécurité. C'est pas de chance, parce que la R2P, justement, confiait la responsabilité de protéger au Conseil de sécurité. Mais le procureur a les moyens de diligenter des enquêtes par lui-même. C'est ce qu'il a fait dans le cas de l'Ukraine. Enfin, on a vu les conséquences de tout ça, de ce blocage notamment russe, pendant la guerre de Syrie ou la guerre en Ukraine. À aucun moment les Russes n'ont accepté qu'on discute de l'ouverture de corridors humanitaires, pendant qu'ils bombardaient Alep, réduite à l'état de ruine. Et quand il est resté plus que quelques centaines ou quelques milliers de survivants dans les ruines, alors ils ont ouvert des corridors humanitaires à leurs conditions. Il faut appeler un chat un chat. Tu sais, dans une guerre, il y a des gens qui envoient des bombes et il y a les gens qui les reçoivent. Ce n'est pas un problème de littérature. C'est un problème de sauver les vies. En tout cas, quand on fait de l'humanitaire, c'est par rapport à ce que je suis en train de dire sur le droit humanitaire. Pardon, je m'égare un peu, mais c'est l'émotion. Il y a eu un seul, il faut le signaler quand même, il y a eu un cas tout à fait exceptionnel et que tout le monde a oublié, d'intervention préventive des Nations Unies. Là encore, c'était une initiative de la France au titre du droit d'ingérence, parce que le droit d'ingérence, c'est fait pour prévenir les crimes contre les droits humains, pas pour les régler une fois qu'ils ont été commis. C'est en 95, alors j'ai pas retrouvé le chiffre, j'ai pas eu le temps, je crois que ça s'appelait la Fort des Prenus, et c'était le déploiement d'une 1000 personnes, 1000 soldats environ, en Macédoine, qu'aujourd'hui on appelle la Macédoine du Nord, qui pourtant aurait dû exploser comme tous les Balkans, parce qu'elle est déchirée historiquement depuis toujours par le même conflit entre orthodoxes et musulmans, entre Serbes, pour faire vite, et Albanais. Eh bien, elle n'a pas explosé en Macédoine. Et il y a eu le déploiement d'une force préventive des Nations Unies. C'est un cas unique à ma connaissance. Les défis globaux que constitue le changement climatique, pensez à l'accès à l'eau, le terrorisme, l'immigration internationale, le crime organisé, la cybercriminalité, la corruption ont aggravé bien des conflits et en ont privatisé les solutions, rendues de ce fait plus incertaines. Les droits humains, sous la pression des États démocratiques,
et des ONG, la communauté internationale a adopté, au-delà des textes et de la charte, de la déclaration de 48, des traités, des protocoles, des pactes extrêmement importants qui ont permis d'accroître le champ de lutte contre les discriminations d'une manière extraordinaire, notamment parce qu'on, pendant ce qu'on a appelé les 15 glorieuses des droits de l'homme, 90-2005, les droits économiques et sociaux, les droits de l'enfant, les droits des personnes handicapées, la Convention contre les disparitions forcées, les conventions contre la torture, l'élimination de toutes les formes de discrimination en raison de la race, la couleur, la religion, les idées politiques, les pratiques sexuelles, la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, etc., etc. Mais la Commission des droits de l'homme n'a pas répondu aux espérances de ses fondateurs, du fait du mode d'élection de ses membres, et donc de sa composition, du caractère non contraignant de ses résolutions, du dévoiement de la procédure par, vous savez, ce qu'on appelle des gongos, c'est-à-dire des organisations non gouvernementales. C'est la spécialité notamment chinoise et iranienne. Le Conseil des droits de l'homme, qui a succédé en 2006 à la Commission, n'échappe pas totalement à la même critique. Il n'est plus complètement basé sur le seul blaming and shaming, mais aussi sur la participation des États au propre jugement critique que porte la communauté sur leur politique, mais sa capacité à agir est extrêmement faible. Là, je voudrais tordre le cou pour passer déjà un petit peu aux solutions. Pour autant, moi, qui ai passé une grande partie de ma vie à me battre pour les droits humains, je ne pense pas qu'il faille refuser la participation des pays qui enfreignent de manière évidente les droits humains, parce que cela reviendrait tout simplement à leur laisser le champ libre, dans l'ombre, au lieu de le faire dans la lumière qu'éclaire par exemple l'examen périodique universel auquel se livre le Conseil des droits de l'homme sur l'ensemble des pays membres des Nations Unies. Ce serait les renforcer dans leur conviction que finalement, la diplomatie, ça sert à rien, le dialogue et la coopération, ça sert à rien, et que seule la force est efficace. Affronter ces pays, exposer publiquement leurs pratiques, leurs méthodes, leurs objectifs, les violations des droits fondamentaux de la personne humaine auxquels ils se livrent, c'est la seule façon de lutter contre le silence qui est toujours, vous le savez, le complice du bourreau. Le développement durable, la prééminence et la puissance des pays à économie de marché a conduit d'emblée à l'absence des pays à économie dite socialiste des institutions de Bretton Woods et du GATT. La chute de l'URSS, l'ouverture de la Chine, avec la politique de réforme et d'ouverture, ont permis leur insertion dans les échanges commerciaux et financiers internationaux, non sans difficulté d'ailleurs. Pensez à non-respect absolu des règles de l'OMC par la Chine depuis 2000. Cette intégration est ralentie de fait aujourd'hui. La Chine fait l'objet de très très nombreux contentieux à l'OMC pour violation des règles ou non-application tout simplement des règles de l'OMC. La Russie a été exclue du G7 et les négociations d'entrée à l'OCDE et à l'Agence internationale de l'énergie de la Russie ont été suspendues également, notamment. L'inclusion des nouveaux pays décolonisés aux Nations Unies a modifié le visage des instances internationales traitant des sujets économiques. Les pays en développement se sont regroupés au sein du groupe des 77 pour défendre leurs intérêts et jouer un rôle plus actif dans la définition des politiques économiques. Dès les années 60, les 77 ont cherché à ériger la CNUSED en instance privilégiée de concertation, voire de décision, notamment face à l'OCDE, le club des riches, puis face au G5 et au G7, le club des pays développés. L'ONU s'est depuis longtemps, de ce fait, concentrée sur la recherche de ce qu'on appelait à l'époque, souvenez-vous, le nouvel ordre économique international, en se lançant à la recherche de normes et d'accords de régulation et de structuration du commerce. Souvenez-vous, le Fonds commun pour les produits de base, les accords par produit, la négociation d'un code sur les transferts de technologie ou sur les sociétés transnationales. C'est des sujets formidablement à la mode. Ça fait 42 ans que ça dure aux Nations Unies et il paraît, m'a-t-on dit, que ça continue. Donc, on ne renonce pas, vous voyez, aux Nations Unies. Certains ont abouti, certains de ces textes sur le fonds commun ou les accords par produit, peu, en fait, ont eu une portée significative. Je crois que dans le domaine du café, là, il faut faire attention, mais café, cacao, jute, il y a eu quand même des progrès réalisés grâce à ces accords internationaux, mais surtout du fait des blocages des États les plus libéraux de l'époque, les États-Unis et le Royaume-Uni, bien sûr. Les ultralibéraux ont imposé peu à peu une dérégulation et une libéralisation des mouvements de biens, de services et de capitaux
qui échappaient à toute tentative des Nations Unies pour les réguler. À côté des grandes institutions spécialisées, 3 institutions ont continué à trouver grâce aux yeux des dirigeants occidentaux, 3 institutions du système, mais à la marge, la Banque mondiale, le FMI, le GATT, devenu OMC, encore largement dans les mains de l'OCDE, et vous le savez, la banque et le fonds étant dirigés par des Européens et des Américains. Mais le néolibéralisme a touché ses limites avec les crises monétaires et financières à répétition, l'explosion de l'endettement tant public que privé, l'accroissement des déséquilibres des balances commerciales, la désindustrialisation accélérée dans les pays développés. Le centre de définition des grandes orientations de politique économique s'est déplacé peu à peu vers des cénacles exclusifs, le G5 déjà mentionné, le G7, le G8, puis le G20, l'OCDE, le Forum de Davos, etc., etc., les rendez-vous, entre guillemets, des pays qui comptent. Le Conseil économique et social de l'ONU n'a jamais exercé son rôle de coordination, malgré la nomination depuis 1982 d'un directeur général des Nations Unies, puis d'une vice-secrétaire, je dis une parce que ça a toujours été une femme, vice-secrétaire générale chargée de cela. Moi, je me souviens des tentatives faites par l'Assemblée générale des Nations unies d'intervenir dans le règlement de la crise financière en 2008. Ça a été évidemment un échec total. Et les grandes décisions prises dans les années plus récentes, la taxation minimum des bénéfices, la lutte contre la corruption ou la RGPD, en réalité, sont des décisions prises dans ces cadres restreints G20, G7, OCDE, voire Union européenne. Tout cela a conduit les populations à dénoncer l'impuissance ou l'incompétence des élites au pouvoir dans leur propre pays et comme aux Nations Unies, et nourrit la montée d'un populisme dévastateur qui dénonce en vrac la mondialisation de l'économie et de la finance et le multilatéralisme, perçus tous deux comme des atteintes aux souverainetés nationales. Le multilatéralisme est donc affaibli. Pourquoi est-il contesté ouvertement aujourd'hui? En dépit de ses résultats indiscutables, je le maintiens, le modèle commercial et financier du libéralisme global résulte de l'imposition d'un modèle ultralibéral de dérégulation. Cette libéralisation est intervenue sans que soient mis en place des mécanismes de régulation ou de soutien suffisants. Et les graves crises financières ont affecté, souvenez-vous, dans les années 90, la Russie, puis l'Asie du Sud-Est, puis l'Amérique latine, avec des conséquences très graves, puis en 2008 à l'échelle planétaire, et enfin de nouveau depuis le début de la pandémie du Covid-19 qui a créé une crise financière considérable, même si on en parle moins, parce qu'elle touche essentiellement les pays du Sud. Beaucoup de pays viennent à peine de retrouver un niveau d'activité comparable à ce qu'il était avant la pandémie, tandis que de graves déséquilibres persistent au sein de l'économie mondiale. Les principaux cadres de concertation multilatéraux utilisés pour gérer les crises sont aujourd'hui de fait des réunions informelles à la composition ad hoc, dépourvues le plus souvent de secrétariat permanent, organisées autour du G7 ou du G20, et donc on a un dispositif qui n'assure qu'une gouvernance fragmentée et imparfaite. Le succès même du système multilatéral a eu pour effet, deuxième phénomène qui paradoxalement explique le déclin ou la critique du multilatéralisme, c'est que le succès même du multilatéralisme, notamment dans la composition des Nations Unies, a accru l'hétérogénéité des acteurs et de leurs intérêts. Et donc, les difficultés pour le faire fonctionner selon des règles qui avaient été fixées par les États-Unis et leurs alliés et acceptées par les Russes avant l'arrivée de la vague de la décolonisation. 50 membres à la création des Nations Unies. On en est à 193. Ça ne peut pas fonctionner de la même façon. C'est clair. Regardez ce qui se passe au sein de l'Union européenne à une échelle plus petite. Les nouveaux États ont donc perçu ce système comme une forme de domination et ont cherché aussi, eux aussi, des formes d'organisation alternatives sans pour autant y parvenir, ce qui a créé de nombreuses frustrations dans les années 70 et 80, au pic du combat du groupe des 77 contre l'OCDE. Les tentatives, quatrième élément, les tentatives de réforme du système pour faire place aux nouveaux acteurs ou limiter les effets de position dominante continuent à se heurter systématiquement et clairement aux résistances systématiques américaines, russes et chinoises. La recherche systématique du consensus, qui est présentée comme la panacée universelle, conduit à une impasse.
Je rappelle pour ceux qui ont fait des mathématiques que le consensus, c'est le plus grand dénominateur commun, qui, comme son nom ne l'indique pas, consiste dans le plus petit accord possible. Donc quand on vous dit il faut que les Nations Unies décident par consensus, ça veut dire 193 droits de veto. Mais c'est ça la réalité. Un consensus ne peut pas se constater. Comment on va constater un consensus avec les Iraniens en ce moment? Avec ce qui se passe pour les femmes en Iran? En Afghanistan? Avec les Chinois au Xinjiang? Il n'y a pas de consensus possible. En revanche, tout le monde a oublié, les Nations Unies, l'Union européenne, c'est sur la base du compromis qu'elles ont été fondées. C'est le compromis qui permet de dégager le consensus. On ne constate pas un consensus. On se bat pour l'atteindre. Et ça, c'est encore une contre-vérité, celle du consensus universel, propagée par les régimes autoritaires, une contre-vérité qu'il faut, de mon point de vue, dénoncer. Le recours au droit, évidemment, est demeuré inégal à travers le monde, et donc on ne parle pas toujours le même langage. Le système multilatéral est confronté, comme toutes les institutions, au double jugement de sa légitimité et de son efficacité. Le premier critère n'a pas été contesté ouvertement en ce qui concerne l'ONU, sauf en ce qui concerne le Conseil de sécurité, alors que l'efficacité, oui, c'est clair, n'a pas toujours été au rendez-vous, mais aussi bien en raison, encore une fois, de l'organisation, de sa composition, de son mandat, mais aussi de l'existence ou de l'absence de volonté politique des principales puissances, des pesanteurs bureaucratiques des institutions. Quand on se pose la question, quand vous vous dites, quand je me suis dit au début de la guerre en Ukraine, mais où est l'ONU? La question veut dire quoi? Mais où sommes-nous? L'ONU, c'est nous. C'est 193 États membres. Il n'y a pas une décision des Nations Unies qui ne soit pas celle des États membres. Et ça, on l'a malheureusement légèrement oublié. Certaines voix s'élèvent cependant aujourd'hui ouvertement pour contester la légitimité même des organisations internationales, arguant que l'on doit en revenir à la seule légitimité démocratique qui est celle de l'État-nation et de ses institutions. Ce qui est évidemment paradoxal quand on sait que justement une des raisons, de mon point de vue, de l'inefficacité relative des Nations Unies, c'est le fait qu'elle est fondée sur le respect de la souveraineté absolue et de l'égalité des États. Difficulté aussi, dernier élément, non, j'essaie de raccourcir parce que je vois que la tension faiblit déjà. Dernier élément fondamental, la grande nouveauté, c'est évidemment l'irruption de la société civile à tous les niveaux de la négociation internationale et l'apparition de ce que les diplomates qui se disent réalistes, en tout cas qui s'auto-appellent réalistes, ils le refusent. L'idée qu'il y ait une société internationale, une communauté internationale, une conscience universelle internationale, tout ça est balayé d'un revers de main. Moi, je pense qu'elle existe. Il suffit de voir aujourd'hui les débats planétaires qui ont lieu. Pensez notamment à ce phénomène que moi je trouve extraordinaire, en tout cas du point de vue d'un professionnel du multilatéral, qui est l'apparition de Greta. J'ai oublié son nom, Thunberg, c'est ça? Pourquoi c'est plus... Je l'appelais Greta parce que je ne voulais pas me tromper sur son nom. Ça n'est pas l'adjonction, ou ce ne sont plus seulement des ONG nationales. Avec Greta, on a vu tout d'un coup apparaître directement aux Nations Unies un mouvement qui voulait parler au nom de toute la jeunesse du monde. Et là, on ne sait pas quoi faire, il faut être clair. Parce que rien n'est prévu dans les chartes, ça c'est clair. Comment on fait pour prendre en compte la société civile internationale, whatever that means, d'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a une revendication là, si on ne la prend pas en compte, va dénaturer les Nations Unies. Dans le même temps, les instruments internationaux de règlement des différends ont été affaiblis. Vous le savez, par exemple, pensez au blocage à l'OMC du règlement, du mécanisme de règlement des différends, les Américains refusant de nommer un juge, ou du rejet par la Chine de la décision de la Cour d'arbitrage de La Haye sur la mer de Chine méridionale, etc. Je vais sauter ça. Autre
problème en termes de règlement, non pas des différends, mais des crises. Un autre exemple, pardon, est lié, on peut le constater dans les suites de la pandémie du Covid. Je ne veux même pas parler des errements de l'OMS au début de la crise, vous le savez, dû en partie notamment au refus de coopérer de la Chine. Vous savez que l'OMS s'est saisie du problème en février. Covid, il n'est pas né en février, hein. Il est né en novembre. Pendant 3 mois, la Chine a caché l'existence du Covid, quitte à enfermer les lanceurs d'alerte. Il y en a d'ailleurs 1 ou 2 qui ont disparu, ça c'est une des caractéristiques chinoises. Ensuite, en refusant de transmettre ce qu'elle savait à l'OMS, c'est un laboratoire privé chinois d'ailleurs, qui était à Shanghai, en tout cas, qui a transmis le premier génome du Covid à l'OMS. Ce n'était pas le gouvernement chinois. Et ensuite, vous le savez, en tenant fermement les 2 bras du docteur Tedros, qui dirige l'OMS au nom de la Chine. Donc, on a vu clairement, là, une agence des Nations Unies qui ne pouvait plus fonctionner parce qu'un des États membres clés dans l'affaire de la Chine, sans porter aucun jugement, moi, je n'ai jamais pensé que la Chine était responsable du Covid. Enfin, il se trouve que c'est elle qui a eu les premières informations. On a perdu 4 mois dans l'évolution d'une pandémie, c'est absolument considérable. Et je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, rien n'est prévu pour aider à sortir les pays du Sud de la crise. Alors bien sûr, il y a eu COVAX, qui est quand même une belle initiative conjointe. Si, c'est des milliards COVAX, hein, des milliards. Initiative commune, il faut le rappeler, parce que de ce point de vue-là, pour moi, c'est intéressant. C'est les Nations Unies, l'OMS, l'UNICEF. C'est quelques pays, et notamment la moitié des financements venaient des États-Unis et de l'Union européenne. Et puis, c'est des fondations. Et puis, c'est des laboratoires pharmaceutiques. Cette nouvelle forme de coopération internationale qui inclut les Nations Unies, mais qui n'est pas les Nations Unies. Mais ça a été des milliards qui ont permis quand même d'envoyer, je ne sais plus à combien on en est actuellement, des centaines de millions de doses dans les pays du Sud, gratuitement quand même. Et on est en train d'essayer de voir si quelque chose du même ordre pourrait se développer en matière alimentaire, vous le savez, avec l'initiative Farm, qui est à l'origine duquel est le président français, qui a été adopté ensuite par l'Union européenne et qui pourrait fonctionner suivant le même modèle. Un autre problème a été lié évidemment à la question de la dette, et notamment la dette chinoise. Pardon d'y revenir, mais c'est important. Belt and Road, ceinture et route. Vous savez, cette initiative grandiose pour le destin de l'humanité. Des investissements chinois financés par des banques chinoises, opérés par des entreprises chinoises, avec des travailleurs chinois. Très bien, ça s'appelle des investissements directs à l'étranger. Enfin, chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est le coût. Regardez ce qui se passe au Sri Lanka. S'il existe encore, ce pays, je n'en sais rien. Rappelez-vous de l'appel à l'aide lancé par le président Macky Sall, tout le monde l'a oublié, dès le printemps 2020, en disant « Je ne peux plus faire face à ma dette chinoise ». La Chine a refusé de renégocier la dette du Sénégal. Alors, le président Macky Sall s'est tourné vers les hideux pays anciennement coloniaux, et c'est l'Union européenne qui a évidemment pris en main la chose, qui s'est adressée au Club de Paris, et on a pu, en mutualisant, annuler et reporter ou annuler, rééchelonner ou annuler une partie de la dette du Sénégal, pas la partie chinoise, bien sûr. Il faut savoir que la Chine refuse de participer au Club de Paris. Elle ne mutualise pas sa dette, hein. Si un pays ne peut pas rembourser, elle dit c'est pas un problème, c'est les 2 lames gilettes, je prends en gestion directe l'investissement que j'ai financé. Comme ça, on fait d'une pierre 2 coups. C'est un énorme problème aujourd'hui, la dette chinoise. Personne n'en parle parce qu'on n'a pas les chiffres officiels. Mais ce sont certainement des milliards qui ont été dépensés, parfois pour des dépenses d'infrastructures utiles, parfois aussi, soyons clairs, pour des éléphants blancs. Les Nations Unies sont attaquées aujourd'hui parce qu'elle n'a pas su peut-être reconnaître ses faiblesses intrinsèques, une bureaucratie coûteuse et efficace, les blocages du Conseil de sécurité, il faut le reconnaître, dans un certain nombre de conflits, la faiblesse du bilan mondial en matière de développement durable, l'influence excessive de quelques États, etc., etc. Certaines de ces critiques sont fondées, évidemment, elles sont connues. D'autres paraissent parfois contradictoires. D'autres encore reposent sur une volonté très claire d'affaiblir l'organisation. Et les 3 plus grandes puissances se sont distinguées à cet égard.
Les États-Unis, je l'ai déjà mentionné, ont pris l'habitude de quitter certaines agences, pensez à l'UNICEF, à l'UNRWA ou à l'OMS, pour y revenir plus tard, pour en repartir, et de réduire systématiquement, en tout cas, leurs contributions financières, voire de mettre en cause leur légitimité, on a vu notamment sous la présidence de Donald Trump. La Russie de Vladimir Poutine, elle ne cherche pas à affaiblir les Nations Unies, elle ne cherche d'ailleurs pas à pratiquer l'entrisme, elle se contente du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Pour elle, c'est la seule chose qui compte. Ses performances en matière d'aide au développement sont dans l'épaisseur du trait, donc le reste n'est pas un problème pour elle. Mais là, avec la guerre en Ukraine, on peut dire clairement que Vladimir Poutine s'est cabré. Il ne se cache même plus de violer le droit international et toutes les conventions internationales qu'il a signées. La Russie occupe, je l'ai rappelé, des territoires en Moldavie, en Géorgie et bien sûr en Ukraine. Et la guerre d'annexion et de destruction de ce dernier pays va durer probablement des mois et des mois. C'est très clairement une mise en cause fondamentale des Nations Unies. Et le secrétaire général des Nations Unies a existé au moins pendant 2 jours au début de la crise en disant clairement que c'était une violation de la charte et une violation absolue du droit international. Enfin, la Chine de Xi Jinping, depuis notamment le 19e congrès en 2017, a ouvertement proclamé, et ça c'est très important, sa volonté d'une double rupture avec l'ordre international. D'une part avec les droits de l'homme, les droits humains, garantis par la Déclaration universelle, mais aussi toutes les conventions sur les droits humains. Pourquoi? Parce que ces droits humains ne sont pas opposables à la Chine, donc vous voyez qu'on n'en est même plus à dire que ce sont des droits occidentaux. On dit que ces droits humains ne sont pas applicables en Chine, parce que seul est applicable en Chine ce qui est conforme, je cite, aux droits, aux caractéristiques chinoises. Whatever that means, again. D'autre part, deuxième rupture avec le système international que la Chine souhaite clairement remplacer par un multibilatéralisme ordonné autour de la Chine. C'est la réalité de l'initiative Belt and Road. Au-delà de la promotion de ces investissements dont j'ai parlé tout à l'heure, la Chine a créé un réseau de plusieurs centaines d'institutions. Il y en avait 180 quand j'ai quitté la Chine en septembre 2019, je ne sais pas combien il y en a maintenant, qui ont toutes une caractéristique commune. Le siège de ces institutions est en Chine, le patron est chinois, le financement est chinois, les statuts sont chinois, les règlements des différends se fait selon le droit chinois, et évidemment, toutes ces institutions collent au mandat des agences des Nations Unies. Il y a donc une sorte de système bis dirigé par la Chine. Si je voulais raccourcir d'une image, je dirais que pour les Chinois, le monde est une bicyclette dont ils sont au centre de la première roue, bien entendu. Alors, il faut réagir à tout ça, mais il faut réagir à tout ça de manière urgente. Il faut évidemment répondre aux critiques sur les Nations Unies elles-mêmes. On connaît les pistes de réforme. Élargissement du Conseil de sécurité, même si c'est un cauchemar. Quand on a commencé la négociation il y a maintenant plusieurs années, on doit faire 15 ans maintenant, à l'époque où en tout cas j'étais à New York, on était arrivé à la conclusion que pour mettre tout le monde d'accord, il faudrait avoir un Conseil de sécurité autour de 32 membres. En gros, c'est le G20 plus une dizaine de pays. Là, tout le monde est content, parce qu'à 30, vous avez 90% de la population, de la géographie, de l'économie, des finances et de l'armée, et des armées. Alors, simplement, ça devient l'Assemblée générale bis. Bon, enfin, c'est l'objectif un jour d'y arriver. La limitation du droit de veto, vous savez qu'il y a eu des propositions, notamment françaises, pour que, à défaut de l'interdire, puisque les Chinois et les Russes et les Américains n'en veulent pas, les États disposant d'un droit de veto s'engagent à ne pas l'utiliser, notamment dans les cas de crise humanitaire grave. Eh bien, même ceux-là, les 3 super grands n'en veulent pas. Renforcer les capacités militaires de l'ONU, accroître l'efficacité des opérations de maintien de la paix, réformer les barèmes de contribution pour que l'ONU réduise sa dépendance aux contributions et renforcer les contributions, bien sûr, pour que l'ONU réduise sa dépendance aux contributions volontaires des grandes puissances qui créent de fait une énorme dépendance. Mais l'enjeu principal est pour moi ailleurs. Les États démocratiques doivent mener ce que j'appelle la bataille des mots et des concepts face aux propos trompeurs, dangereux, tels que la communauté de destin partagé pour l'humanité. Là encore, je suis désolé, c'est chinois, mais c'est comme ça. Alors ça a l'air sympathique, c'est comme le consensus. Communauté de destin partagé. Mais un destin partagé, ça veut dire quoi?
Retour au consensus. Ça veut dire qu'on se met d'accord tous sur ce qu'est notre destin. Pas tout à fait comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Les démocraties, elles décident parce que c'est les peuples qui décident de ce que veulent pour leur destin. Et puis après, on voit avec les autres ceux qui sont prêts à partager avec nous. Et puis on avance comme ça. Et ceux qui ne veulent pas restent en dehors du jeu. Mais si mon destin doit être décidé au prochain congrès du Parti communiste chinois, je vous le dis tout de suite, ce sera sans moi. Les démocraties doivent rester évidemment, et ça, évidemment quelque chose de fondamental, un devoir d'exemplarité par rapport aux valeurs de la Charte, de la Déclaration universelle des droits humains. Et quand on voit ce qui se passe notamment sur le sort des migrants dans notre belle Union européenne, on ne peut pas dire qu'on en soit toujours capable. Les démocraties ne doivent pas non plus chercher la confrontation. Ça, c'est le ressort principal des régimes autoritaires, parce que ça justifierait justement cette théorie du complot, cette théorie de l'agression permanente. C'est formidable, j'ai vu à la télévision l'autre jour que Lavrov a dit que la Russie avait été agressée par l'Ukraine, sans rire. Enfin, il paraît que toute la salle a rigolé, oui, quand même. Moi, je l'avais entendu dire beaucoup de choses, je vous assure, en 4 ans à Moscou, mais ça, jamais quand même, fallait oser. Mais voilà, donc ça, il ne faut pas, évidemment, agir dans la confrontation, il faut être en permanence, et c'est difficile, parce qu'entre elles, les démocraties ont aussi des divergences d'intérêts éventuelles, mais elles convergent sur l'essentiel, c'est la définition d'un agenda positif, centré notamment sur cette vieille notion formidable inventée, je crois, par les Canadiens, qu'ils appelaient la sécurité humaine. C'est formidable, tous les concepts sont là, dans la notion de sécurité humaine. Vous pouvez réconcilier toutes les préoccupations, tous les sujets probablement dont vous parlez dans toutes les leçons magistrales que vous avez ici. Je plaide aussi pour des approches régionales, parce qu'il faut lutter contre, vous savez, ce qu'on appelle le relativisme culturel. Les droits humains, ce ne serait pas pour tout le monde parce que ce n'est pas dans leur culture ou leur histoire. Moi, j'ai travaillé aux Nations Unies pour le Pakistan, pour les Nations Unies au Pakistan. J'ai jamais vu de petite fille pakistanaise qui était volontaire pour se prendre de l'acide dans la figure en allant à l'école. Et pourtant, ça leur arrive. J'ai jamais vu de journaliste qui était volontaire pour se faire dépecer dans les caves d'un consulat général. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai jamais vu personne qui était volontaire pour disparaître un matin et si je puis dire, réapparaître, non, être envoyé dans ce qu'on appelle délicieusement en droit constitutionnel chinois un lieu de détention tenu secret. Les mots ont un sens, hein. C'est légal en Chine. Vous disparaissez. Moi, j'ai jamais rencontré personne qui était d'accord pour ça. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient que c'était pas important pour les autres. Ils parlaient jamais pour eux, en général. Toujours pour les autres. Moi, je ne sais pas au nom de quoi les démocraties pourraient accepter qu'on décide qu'un Ouïghour, un Hongkongais, un Russe, un Ukrainien, une Iranienne, une Afghane ou un migrant en Méditerranée a moins de droits humains que nous. Moi, en tout cas, je ne le crois pas une seconde. Et donc, il faut utiliser les approches régionales qui permettent de prendre en compte les spécificités, les identités, sans tomber dans ce relativisme qui mine les Nations Unies. Bien sûr qu'il faut tenir compte de l'histoire, bien sûr qu'il faut tenir compte des cultures. Et au premier rang, quand on est français, se rappeler que tous les pays ont une histoire. Et tous les pays ont une culture, même les plus petits. Hein, vous savez, on dit, ah ben tiens, maintenant, il y a une nouvelle Europe. Non, elle a toujours été là. Hein. Simplement, on ne la regardait pas. Les Estoniens, ils ont toujours une histoire. Hein. Les Lettons aussi, et les Lituaniens aussi. Elle est drôlement compliquée pour ceux qui se sont intéressés à la période de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Donc, ouvrons les yeux, prenons en compte les spécificités, les histoires régionales, et ça nous aidera à aller à l'encontre de ceux qui ont encore des états d'âme par rapport à l'universalité des droits humains. Et puis, bien sûr, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, avoir une approche plus ouverte, et ça, c'est compliqué. Comment intégrer dans le processus de décision, pas seulement dans le processus de pré-négociation, les acteurs non étatiques, les fondations philanthropiques, les entreprises, les ONG, les scientifiques, les associations, etc., etc. Comment traiter des nouveaux médias? C'est un enjeu considérable pour la société internationale. On ne peut pas avoir 8,5 milliards de membres des Nations Unies. Ça, c'est la seule chose qui est sûre. On ne peut pas remplacer l'Assemblée générale par Twitter
ou Facebook ou Instagram, je dois retarder d'au moins 3 métros, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis enfin, évidemment, parce que c'est le plus important, pour l'immense majorité de la population de la planète, revenir à la réalisation des objectifs du développement durable. Lisez-les si vous ne les avez jamais lus. Il y a tout dans les 17 objectifs du développement durable. Tout. Et tous les États des Nations Unies se sont engagés à en faire leur feuille de route. Voilà, j'arrive à la conclusion. Je crois qu'il faut que je m'arrête. Je m'arrête là. Juste peut-être pour dire, au fond, on est peut-être en train de voir émerger le monde que nous, les démocrates, les démocraties, nous, les Européens, on a toujours voulu. Un monde dit multipolaire. Alors, je sais que Bertrand Badier n'aime pas qu'on dise multipolaire parce que ça veut dire qu'il y a encore des pôles. OK, enfin, bon. Un monde où il y a des pôles, certes, plus importants que d'autres. On ne peut pas nier ça. Je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'Union européenne, avec la définition de l'autonomie stratégique, est en train de se donner les moyens de devenir un 4e pôle de puissance d'une nature différente des 3 autres. Mais regardez l'apparition des nouveaux États et ce qui se passe. Je prends toujours les mêmes exemples, mais lisez le discours incroyable de l'ambassadeur du Kenya au Conseil de sécurité au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. C'est une leçon pour les États démocratiques. Et le Kenya joue un rôle, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, de plus en plus important au sein du continent africain, notamment, il faut le reconnaître, avec l'affaissement de l'Afrique du Sud aux prises avec une corruption absolument terrible et un démantèlement de son État. Pensez au G20, au communiqué de Bali. C'est quand même extraordinaire qu'ils aient réussi à faire adopter un communiqué qui condamne la guerre et le recours à l'arme nucléaire. Ils sont pas mauvais quand même, les Indonésiens. Bon, les BRICS, ça marche plutôt qu'un, mais le Brésil, un jour, va sortir de ce problème entre Bolsonaro et Lula, enfin je l'espère pour les Brésiliens. L'Inde, espérons-le, ne s'enfoncera pas dans la dérive nationaliste du Premier ministre Modi. Donc il y a aujourd'hui objectivement 10, 15, 20 pays, en Afrique aussi, hein. Pensez au Sénégal que j'ai cité tout à l'heure, qui lui aussi, souvenez-vous, a pris l'initiative du règlement avec la Turquie et les Nations Unies de l'affaire de l'exportation de céréales par l'Ukraine. C'est Macky Sall. Pourtant, on ne peut pas dire que le Sénégal soit un des pays les plus puissants du monde. Quoi, c'est un pays pacifique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a des pays qui émergent. On l'a voulu. Ce n'est pas le moment de laisser tomber le multilatéralisme. Parce que si on a un pays avec un monde avec de plus en plus de pays capables de participer à la prise de décision, ce qui veut dire aussi de mettre en œuvre les décisions qui sont prises, alors on aura plus que jamais besoin de boussole, de cadre de référence. Et je vais tordre le cou à une dernière idée qui m'est chère, celle des réalistes. Il ne faut pas avoir peur que la Russie perde la guerre. Le monde n'existera pas sans la Russie. Il n'y aura jamais de sécurité en Europe sans la Russie, mais pas celle-là, pas cette Russie-là. On n'est pas obligé, parce qu'on soutient l'idée que, évidemment, la Russie est je ne peux pas dire au cœur, mais enfin, est un élément fondamental de l'Europe, de sa prospérité, de sa sécurité, ne veut pas dire qu'on doit accepter le régime de Vladimir Poutine. En tout cas, c'est ce que, à mon avis, pensent les Ukrainiens, les Russes, les Ukrainiens encore plus, évidemment. Mais mon point est de dire la chose suivante. Je pense que par rapport à ce monde nouveau qui apparaît, il y a beaucoup de craintes. Et notamment en France, à cause de cette vieille tradition, vous savez, cette vision fausse, selon moi, du gaullisme, où on serait à l'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Ça n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais entendu le général de Gaulle dire qu'on était à l'équilibre entre la Russie et les États-Unis. D'ailleurs, il l'a montré. Trop jeune. Hein ? T'étais trop jeune. Non. Il l'a montré. Mais on a peur, finalement. C'est ça, la réalité. On a peur d'un monde où on va perdre nos repères et on se dit, nous, la France, alors là, quelle va être notre spécificité ? Ben moi, je vais vous le dire. Notre spécificité dans le monde de demain, qui sera multipolaire ou qui sera celui d'un monde global au multilatéralisme global, comme dit Bertrand Badi, la spécificité, c'est l'Europe. C'est que nous, on ne sera jamais seuls. On sera avec l'Europe.